Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la formation .NET Core. Nous arrivons à la phase ultime de toute la formation. Il s'agit de la création du Data Access Layer qui nous permet d'accéder aux données. Là, je parle de notre application, bien sûr, MVC Core. Ou de toute autre application aussi. Ça sera donc la même règle qui sera appliquée ou le même mécanisme qui sera appliqué donc pour accéder aux données. Avant de passer à l'élaboration du Data Access Layer, on va le présenter sous forme d'un diagramme UML. Donc, comme vous le remarquez, notre modèle ou Data Access Layer Model est composé de 4 briques essentielles. Je commence par la première brique ou le premier élément. Il s'agit de l'interface eRepository qui prend deux arguments génériques, comme vous le remarquez, TKey et T. TKey, ça va représenter la clé, que ce soit pour les entités livres ou les entités utilisateurs, ainsi que les entités, le reste des entités accessoires, c'est-à-dire liver rating, les livres catégories, livre format. Donc, eRepository est composé de 7 méthodes. Les deux premières méthodes nous retournent la totalité des données ou des lignes au niveau de la table en question. À la différence de iAsync enumerable of T, getAllAsync, qui retourne donc des données en mode asynchrone, liste de T, getAll, nous retourne toute ou la totalité donc des lignes en mode synchrone. Nous avons aussi la méthode find. C'est une méthode qui permet de retourner une entité sur la base de la clé ou de la valeur de clé. Il y a void add, ça permet d'ajouter une entité à la table en question. Void remove, ça supprime donc une entité à partir de la table. Void update, ça permet de modifier ou mettre à jour une entité en question au niveau de la table. Et donc task int count, ça retourne en fait le nombre total des entités sauvegardées au niveau de la table. Comme vous le remarquez, donc là il y a deux méthodes asynchrones, à savoir async enumerable of T et task int. Il est préférable d'utiliser le mode asynchrone lors de la récupération de données. Mais pour certains cas, vous allez voir par la suite, lorsqu'on va implémenter le Data Access Layer pour le cas de MySQL, ça représente quelques lacunes en question en relation avec le mode asynchrone. C'est pour cela que nous avons ajouté en fait cette deuxième méthode qui est getAll, qui fonctionne en mode synchrone. La deuxième brique la plus importante au niveau de notre DAL, c'est le eUnit of Work. Ça permet de sauvegarder les données et là, j'expose donc quelques méthodes, je vais les expliquer tout de suite. Donc bool save changes, ça permet de sauvegarder les changements, que ce soit les ajouts, les modifications, les suppressions des lignes ou des entités au niveau des tables d'une manière synchrone. Ensuite, bool save changes async, ça permet de sauvegarder les données, mais en mode asynchrone. Et là, je donne la main au développeur pour stopper en fait cette sauvegarde-là en mode asynchrone pour des raisons bien déterminées. Et là, il pourra donc écrire sa propre version de cancellation token source qui expose un objet token et ça permet de stopper ou arrêter en fait la sauvegarde qui est en mode asynchrone, bien sûr. Entity state, ça retourne l'état de l'entité en question. Comme vous le savez déjà, il y a surtout dans le cas de sauvegarde ou plutôt de modification des données, donc juste avant le changement et juste après le changement et avant le sauvegarde. Ce sont 3 étapes essentielles sur la base desquelles on peut décider quoi faire avec l'entité. C'est pour cela donc que j'expose donc state pour que le développeur peut décider entre ces 3 états-là quoi faire avec l'entité. Et Change Tracker, ou le traceur de changement, ça permet de tracer en fait les changements au niveau du DB context, c'est-à-dire au-dessus des entités en fait. Ça permet de retourner les propriétés en relation avec les entités modifiées, les entités supprimées, les entités ajoutées, ainsi que les caractéristiques ou les différents états de notre DB context qui peuvent être utiles pour certaines situations. Là, je parle du développeur pour qu'il puisse donc prendre les bonnes décisions au bon moment. Et finalement, on va implémenter essentiellement 2 repositories, User Repository et Livre Repository. Donc pour la simplicité des choses, on va nous intéresser des 2 entités essentielles dans notre application.
Là, peut-être vous me posez la question pourquoi ne pas implémenter directement l'interface. Là, je parle de User Repository et Livre Repository. Pourquoi ne pas implémenter directement e-repository, TKET? En fait, parfois et pour certaines situations, vous êtes obligé d'ajouter quelques implémentations communes qui intéressent les entités en question. Et dans ce cas-là, outre que, bien sûr, là, on connaît tous que pour le cas de C# 8, il est possible d'ajouter des implémentations au niveau d'une interface. Mais là, je suis pas totalement d'accord avec le principe, ça d'une part. D'autre part, si on travaille dans un contexte de version antérieure de C#, on ne pourra pas donc ajouter des implémentations ou telle implémentation. C'est pour cela que j'ai ajouté une classe abstraite au sein duquel donc on pourra plutôt ajouter quelques implémentations communes qui intéressent les entités. Voilà. Donc voilà en gros une présentation de notre modèle Data Access Layer qui donc on garde les choses simples pour l'implémenter. Et dans la vidéo qui va suivre, on va commencer à l'implémenter. Voilà, donc ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est une simple présentation du Data Access Layer avant de passer à son développement. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.